Ce qui se paie n'a guère de valeur, voilà la croyance que je cracherai au visage des esprits mercantiles. Bonjour à tous, c'est Dan Duchâteau du blog Le Chalon Philo, et dans cet épisode, nous allons réfléchir autour de la politique de l'avenir comme condition de l'épanouissement de l'homme avec Marx, Engels et Nietzsche. Pour Marx et Engels, on va se focaliser surtout sur le manifeste du Parti communiste. À première vue, tout semble opposer Nietzsche à Marx et Engels. En effet, Nietzsche est un grand défenseur de l'individualisme et de l'égoïsme face aux possibles oppressions de groupes. Tandis que Marx et Engels semblent plutôt critiquer l'individualisme et l'égoïsme, ainsi que faire valoir d'abord le groupe sur l'individu. Ils semblent se placer chacun sur un revers d'une même pièce, l'un étant sur la face aristocratique de la pièce, et les autres sur la face prolétaire, le premier exaltant l'individu, l'autre le groupe. En ce sens, il semblerait assez difficile de concilier ces auteurs entre eux. Mais n'est-ce pas là une lecture beaucoup trop superficielle que d'en conclure que Marx et Engels n'ont rien à voir avec Nietzsche et ne pourraient pas être en accord? Les auteurs appellent pourtant tous à la révolte et à la révolution. Ils critiquent tous l'État et son éducation asservissante, ainsi que la religion. Plus généralement, ils font tous une lecture critique de la société moderne ainsi qu'une généalogie de ses mœurs. J'avance l'hypothèse que les auteurs se rejoignent sur la politique de l'avenir et l'épanouissement de l'homme, et qu'ils ne sont pas aussi éloignés qu'il n'y paraît. Pour le comprendre, on va essayer de dépasser les étiquettes habituellement attribuées à ces philosophes, ce qu'on va tenter de faire au travers de notre développement. Marx et Engels ne défendent pas le primat du groupe sur l'individu comme ce fut souvent affirmé, dans le sens où pour eux, le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. De même, il nous faut nuancer avec Nietzsche. Est-il si individualiste qu'il est courant de le penser, alors même qu'il cherche à faire advenir le plus grand nombre possible de surhommes par le biais de sa notion d'élevage? De plus, l'égoïsme qu'il prône n'est pas l'égoïsme traditionnel, c'est un égoïsme sans ego. Effectivement, pour Nietzsche, un être vivant peut tirer à son avantage le fait de devenir une partie d'un ensemble. Pour lui, c'est toujours avec une intention égoïste qu'on le fait. Nietzsche dirait même que nous pouvons vouloir devenir fonction de quelque chose de plus complexe que nous et ainsi sortir de notre autonomie. Je cite, « Pas d'altruisme. Je vois en surabondance chez beaucoup d'êtres humains la force et le désir de vouloir être fonction. C'est lorsqu'ils s'intègrent à un organisme étranger que de tels êtres se conservent le mieux. S'ils n'y parviennent pas, ils se fâchent, s'irritent et se déchirent eux-mêmes. » Ainsi, même chez Nietzsche, il peut y avoir un certain communautarisme. Celui-ci est simplement basé sur l'égoïsme remis à plat en tant que puissance dominante. C'est d'ailleurs pour cela que pour lui il n'y a jamais de désintéressement. La morale ascétique cache sa pulsion dominante sous un voile fantaisiste et macabre. En conséquence, on peut déjà admirer l'effritement de l'épais mur qui était bâti entre Nietzsche, Marx et Engels. Aussi, en faisant la généalogie de l'homme en société, Marx et Engels en parviennent à la conclusion que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte des classes. Pour ce qui est de Nietzsche, il parvient à la conclusion que c'est un combat des faibles contre les forts et que ce sont actuellement les faibles qui règnent en maître sur l'humanité. Pour Marx et Engels, c'est actuellement une lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat qui se déroule au travers de l'industrialisation du monde et sa marchandisation. Et par le productivisme de masse qui résulte du capitalisme, c'est une logique de destruction qui est active, une logique du toujours plus. Pour Marx, la bourgeoisie s'autodétruit par la création involontaire d'un prolétariat international. Pour Nietzsche, le faible et sa fausse parure de puissant s'autodétruit par ressentiment, contre le fort mais aussi contre la vie. Pour Marx et Engels, la société communiste doit s'ériger sur le cadavre du capitalisme, notamment par l'abolition des propriétés privées ainsi qu'une refonte des valeurs de travail s'axant sur l'usage et non plus sur l'échange et la possibilité d'accumulation. Ce que Platon disait déjà, l'écart entre le plus riche et le plus pauvre doit avoir une limite, sans cela la société ne sera pas viable. Pour ce qui est de Nietzsche, il semble prendre pour point de départ le point opposé à celui de Marx, à savoir que les faibles auraient déjà vaincu les forts. En effet,
Ils auraient travesti la réalité de par leur ressentiment et persuadé le fort, autant qu'eux-mêmes, d'un possible libre arbitre. L'humanité avait donc déjà subi un changement de valeur, faisant passer le faible pour le fort et le fort pour le faible. On va maintenant voir ce qui rapproche et éloigne ces auteurs, notamment sur la question de l'éducation, celle de l'épanouissement de l'homme, ainsi que la politique de l'avenir. Sur la question de l'éducation, ce mot provient du latin educatio, dérivé du mot exducere, qui signifie faire se développer. Vous excuserez ma prononciation, je n'ai jamais fait de latin. L'éducation, pris au sens large, est un développement de nos capacités physiques ou mentales, passant par le biais de l'apprentissage. En France, les choix des apprentissages sont faits par l'État. Or, Nietzsche, tout comme Marx et Engels, semble critiquer cette notion. Qu'entendent alors ces auteurs lorsqu'ils évoquent ce terme ? Selon Marx, la libération de l'homme ne passe pas par l'éducation, mais par la révolution. C'est pourquoi il dit « La doctrine matérialiste qui veut que les hommes soient des produits de circonstances et de l'éducation, que, par conséquent, les hommes transformés soient des produits d'autres circonstances et d'une éducation modifiée, oublie que ce sont précisément les hommes qui transforment les circonstances et que l'éducateur a lui-même besoin d'être éduqué. » Ainsi, l'éducation ne libère pas pour Marx, mais permet la perpétuation de la domination bourgeoise à l'époque moderne. Marx, Engels et Nietzsche pensent tous que l'éducation moderne inculque des préjugés et enferme l'homme, le diminue, alors qu'eux cherchent son émancipation. Bien sûr, il nous faut encore une fois nuancer nos propos. Marx critique l'éducation sous sa forme bourgeoise, ce n'est pas pour autant qu'il veut annihiler l'éducation. Il ne l'entend simplement pas comme dans la conception bourgeoise du terme. En effet, l'éducation chez Marx prendra une forme nouvelle dans le communisme et n'aura plus rien à voir avec l'ancienne forme. Dans le manifeste du Parti communiste, il y a notamment la mesure numéro 10 qui est relative à l'éducation. Éducation publique et gratuite de tous les enfants, suppression du travail des enfants en usine sous sa forme actuelle, combinaison de l'éducation et de la production matérielle, etc., etc. Cette mesure signifie plusieurs choses. Premièrement, cela semble supposer que l'éducation ne sera plus comme elle l'était en son sens bourgeois, à savoir purement intellectuelle. Deuxièmement, la nouvelle éducation devra prendre tout son sens dans la pratique. En conséquence, c'est une remise en avant du corps qui est faite, tout comme Nietzsche lorsqu'il annonce la mort de Dieu, afin de permettre à l'homme de se recentrer sur lui-même, la mort de Dieu étant une synthèse de la mort des arrière-mondes et des anciennes valeurs. Ainsi, il semble qu'il faudra allier dans l'éducation la théorie et la pratique en tant qu'unité. Nous pouvons supposer que ce ne sera donc pas une éducation de bureau, mais plutôt une éducation de jardin. De plus, il faudrait arrêter l'hyperspécialisation autant dans le domaine de l'éducation que du travail, puisque ce processus empêche l'homme de se développer dans sa totalité. En effet, l'éducation dite bourgeoise, purement intellectuelle et abstraite, n'apporte rien à l'homme dans la pratique. Qu'en avons-nous à faire par exemple de savoir qu'il y a un paradis pour chiens, ou encore que Dieu soit sexué ou non sexué ? C'est pourquoi Marx dit à propos du capitalisme, sans parler de la multitude de fonctions parasites qu'il engendre et rend plus ou moins indispensable. Nietzsche souhaite pour sa part un éducateur qui puisse rendre l'homme libre. Son point de vue semble totalement différer de celui de Marx sur le problème précis de l'éducation lorsqu'il dit « Mais le plus grand succès revient avant tout à celui qui veut faire l'éducation de l'individu, et non pas de tous, ni même des cercles restreints, et qui pour ce faire ne va pas chercher à gauche, à droite. » Ce qui semblerait signifier chez Nietzsche qu'une éducation pour tous ne saurait libérer l'homme, bien au contraire. Pourtant, il semble bien que le résultat cherché soit le même que chez Marx. Nietzsche ne semble pas vouloir une éducation d'élite, mais une éducation d'individualité, c'est-à-dire des individus éduqués d'une manière particulière qui aura pour conséquence une communauté bien éduquée en vue de sa liberté. Or, pour Marx et Engels aussi, le plein développement de chacun est le nécessaire point de départ du bon développement de tous. Même si la méthode diffère, le but visé semble être le même. Un autre point commun que possède Nietzsche avec Marx et Engels, c'est de remettre le corps au goût du jour, notamment sur l'hygiène du corps, mais aussi sur le fait de lui redonner ses lettres de noblesse face à l'esprit. Enfin,
Il semble évident chez Marx que le système éducatif bourgeois empêche le bon développement et l'épanouissement de l'enfant, mais aussi de l'homme en général, surtout de l'éducateur perdant un temps précieux lorsqu'il dit « La journée d'école longue, monotone et stérile des enfants des classes supérieures augmente inutilement le travail des maîtres, tout en faisant perdre aux enfants leur temps, leur santé et leur énergie, non seulement sans fruit, mais à leur absolu préjudice. » Ce qui peut faire peur lorsqu'on lit Nietzsche sur l'éducation, c'est sa notion d'élevage. Il souhaite en effet une éducation visant l'intériorisation de valeurs en faveur de la vie. Pour lui, la Zurtung, c'est une méthode permettant de faire chair les bonnes valeurs sur un temps long visant l'autonomie de l'élève. Son élevage serait pour lui le contraire de ce qu'on pourrait considérer d'un élevage traditionnel. Il n'est pas fait pour conditionner l'humain à suivre les clous, mais à le libérer, à le rendre autonome. Sur le sujet de l'épanouissement de l'homme, celui-ci passe par le monde matériel, c'est-à-dire concret et pratique, autant pour Marx et Engels que pour Nietzsche. C'est pourquoi ces auteurs s'attachent à critiquer les philosophes d'avant, et même leurs contemporains qu'ils placent sous la bannière de l'idéalisme. C'est pourquoi Marx dit « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, ce qui importe, c'est le transformer ». Chose à propos de laquelle Nietzsche ne pourrait donner que son approbation, puisque selon lui, chaque système philosophique n'est qu'une interprétation subjective de la réalité. C'est-à-dire que chaque système n'est que le résultat du primat d'une pulsion sur toutes les autres. C'est pourquoi il critique la notion de vérité, même chez des amis à proprement parler de la vérité, les philosophes, on voit une arrière-pensée au travail, souvent à leur insu. Ils veulent dès le départ une certaine vérité, faite de telle et telle manière, et il est arrivé bien assez souvent qu'ils aient révélé leurs plus intimes besoins en suivant leur chemin, menant à leur vérité. Ce à quoi Marx et Engels ajouteraient que la vérité se fait en pratique. De plus, théorie et pratique ne doivent pas être séparées selon ces trois auteurs. Aussi les trois s'accordent tous sur le fait que le surtravail n'est pas bon pour l'homme et qu'il faut en diminuer le temps. Diminuer le temps de travail permettrait en effet le plein développement de l'homme. C'est pour cela que Nietzsche dit « Celui qui, de sa journée, ne possède pas les 2/3 pour lui est un esclave, quoi qu'il soit par ailleurs homme d'État, négociant, fonctionnaire, savant. » En conséquence, l'idée de l'abolition du surtravail et de tout autre antagoniste empêchant le déploiement de l'homme pour Marx et Engels nous paraît aller de pair avec ce que dit Nietzsche sur l'homme libre. Quant à la politique de l'avenir et pour l'avenir, pour Marx et Engels, c'est par la suppression des classes et de la division du travail que l'homme pourra enfin s'identifier à son espèce dans son universalité. Cela passe par la figure du prolétaire, qui permettra une société nouvelle du fait que ses bases seront nouvelles. Ajoutons à cela, que prouve l'histoire des idées sinon que la production intellectuelle se métamorphose avec la production matérielle. Les idées dominantes d'une époque n'ont toujours été que les idées de la classe dominante. On parle d'idées qui révolutionnent une société tout entière. Par là, on exprime seulement le fait que dans le sein de l'ancienne société, se sont formés les éléments d'une société nouvelle et que la dissolution des idées anciennes va de pair avec la dissolution des anciennes conditions de vie. Et pour Marx et Engels, seuls les prolétaires peuvent renverser définitivement cette histoire d'oppresseurs opprimés. Car seuls les prolétaires de l'époque actuelle, totalement exclus de toute manifestation de soi, sont en mesure de parvenir à une manifestation de soi totale, et non plus bornée, qui consiste dans l'appropriation d'une totalité de facultés que cela implique. Ce qui signifie que le prolétaire doit s'ériger en classe nationale, c'est-à-dire qu'il doit devenir la classe dominante afin de faire valoir les idées de sa classe. Or, sa classe n'ayant pas de patrie, d'ailleurs n'ayant plus rien pour elle, ni propriété, ni patrie, ni droit, puisque la bourgeoisie est devenue incapable d'assurer l'existence de son esclave même au sein de son esclavage, car elle est contrainte de le laisser déchoir à un point où elle doit le nourrir au lieu qu'il la nourrisse, tout ceci n'étant que le privilège des bourgeois. La bourgeoisie produit avant tout ses propres fossoyeurs. C'est donc par nécessité que le prolétariat doit dominer, car n'étant plus rien, il peut tout devenir. Et les aspirations de sa classe n'étant que le désir d'équité entre les hommes, sa dictature prendra fin, ainsi que sa puissance politique, en même temps qu'il aura aboli toutes les oppositions et toutes les divisions entre les individus, ne laissant plus place qu'au genre humain. La politique de l'avenir de Marx et Engels n'est qu'une transition,
le communisme, est une aide pour le prolétariat afin qu'il parvienne au pouvoir et qu'il renverse tout dans une violente révolution. Ceci fait, la politique ne semble plus avoir lieu d'être pour Marx puisque, une fois que les différences de classe auront disparu au cours du développement et que toute la production sera concentrée entre les mains des individus associés, les pouvoirs publics perdront leur caractère politique, le pouvoir politique au sens propre et le pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression d'une autre. Lorsque dans la lutte contre la bourgeoisie, le prolétariat s'unit nécessairement en une classe, qu'il s'érige en classe dirigeante, il abolit par la violence les anciens rapports de production. Il abolit du même coup les conditions d'existence de l'opposition de classe, des classes en général, et par suite sa propre domination de classe. À la vieille société bourgeoise avec ses classes se substitue une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Ce qui signifie qu'après la victoire du prolétariat, la politique de l'avenir consiste à ne plus être politique. J'ai dit et montré en quoi Marx et Engels voient la nécessité d'ériger une nouvelle base et de nouvelles valeurs via le prolétariat pour la société. Or, c'est aussi l'intérêt de Nietzsche. Une fois de plus, ils ne sont pas si éloignés qu'il n'y paraît. En effet, l'un des plus grands projets de Nietzsche n'est autre que la transvaluation des valeurs. Or, la transvaluation des valeurs, ce n'est pas autre chose que la volonté de transformer la société en une forme nouvelle. Changer les valeurs de la société, c'est d'ailleurs, selon Nietzsche, la réelle tâche du philosophe. Légiférer sur les valeurs afin de faire primer celles qui sont en faveur de la vie. Or, si comme cela semble l'être, le communisme aidant, la révolution du prolétariat va en faveur de la vie, alors Nietzsche ne saurait en critiquer le choix. C'est donc sous la pratique et non dans un prisme idéaliste théorique et abstrait que ces auteurs voient le monde. Et si chez Marx et Engels la pratique passe par une révolution violente, chez Nietzsche, c'est par une lente insémination que les nouvelles valeurs doivent se faire chair. Si pour Marx et Engels ce n'est pas en réglant les problèmes moraux mais ceux du travail que nous pourrons régler les problèmes de la société, pour Nietzsche, c'est bien par la transvaluation des valeurs que nous pourrons le faire, et cela passe bien par l'anéantissement des anciennes valeurs morales. Là où Nietzsche diffère de Marx et Engels, c'est que Marx et Engels considèrent qu'une fois la révolution et le passage à la nouvelle société faite, la domination de la classe prolétaire s'abolira d'elle-même et il n'y aura ainsi plus de domination. Or pour Nietzsche, il y aura toujours domination et primat d'une pulsion sur une autre. Et c'en est de même en politique. Il y aura toujours quelqu'un avec une pulsion plus forte qui dominera les pulsions plus faibles. Restons attentifs à propos de Nietzsche, dont la lecture est plus difficile et à nuancer lorsqu'il parle de fort et de faible. Il ne désigne pas toujours le même sujet et se joue de métaphores et de déplacements. Je spécule ici qu'une vision possible de la politique chez Nietzsche peut être faite par une analogie de la vie hiérarchique du corps, en plus complexe, mais le principe est là. En effet, chez Nietzsche, le plus fort ne cherche pas à dominer le plus faible, puisqu'il ne le voit même pas, ne le considère pas. En bref, le faible n'entre pas dans son champ de vision. Si nous lisions Marx sous le prisme de Nietzsche, il y aurait bel et bien une forme de domination encore après l'abolition de la classe prolétaire, puisque les valeurs instaurées par cette classe persisteraient, et que ces valeurs ne sont que le résultat du primat d'une victoire, d'une pulsion, sur une autre. La révolution chez Marx ne serait pas autre chose pour Nietzsche. Aussi, si Nietzsche pense qu'il y a bel et bien besoin de hiérarchisation et de domination au sein de la société nouvelle, au contraire de Marx, il se pourrait que les deux ne soient pourtant pas aussi différents que ça sur le point final de l'argumentation. Pour Nietzsche, la politique s'apparente à l'organisation de la vie d'un être vivant qui est un ensemble de pulsions régies par la domination de certaines sur d'autres. De ce fait, la politique de l'avenir nietzschéenne devrait s'organiser de la même manière que l'organisation psychophysiologique d'un être vivant. C'est-à-dire que pour qu'une société fonctionne sous le prisme de Nietzsche, il faudrait nécessairement des dominants et des dominés. Et bien qu'à première vue cette idée puisse faire réagir n'importe quel marxiste, l'idée est plus subtile qu'elle ne puisse paraître. Oui, pour Nietzsche, il faut des esclaves. Le mot est fort, violent, menaçant. Mais n'est-ce pas là encore une provocation de l'auteur qui nous demande d'être très attentifs? Pour Nietzsche, il y a une instance nécessaire que l'on peut nommer conscience pour le corps. Elle est l'ensemble des passions dominantes. Pour la société, il y aurait donc par analogie aussi besoin d'une instance gouvernante et dominante. Jusqu'ici, Marx serait en désaccord. Mais qu'en est-il lorsque Nietzsche dit de cette instance, à savoir l'ensemble des passions dominantes, peuvent changer au point que celles qui étaient en dessous peuvent monter et celles qui étaient au-dessus descendre,
sans besoin de révolte. N'est-ce pas comme cela que la société va se diriger une fois que la politique en son premier sens est abolie par le prolétariat? Car la centralisation du pouvoir chez Marx reste dans un besoin hiérarchique de domination interchangeable, comme la conscience chez Nietzsche. Si chez Nietzsche les places peuvent interchanger sans violence, c'est qu'il n'est pas aussi radical que nous pouvions le penser. Ainsi je spécule que si l'organisation dans la physiopsychologie de Nietzsche n'est pas fixe, il en va de même pour la politique d'une société. Ainsi Nietzsche n'est pas si éloigné que ça de Marx et Engels, ils ont plutôt le même but, transformer l'éducation, faire s'épanouir l'homme et annoncer la politique de l'avenir, c'est-à-dire l'organisation de la vie en société. Bien sûr, s'ils se rapprochent sur certains points comme j'ai pu le montrer tout au long de mon argumentation, ils sont aussi très éloignés sur d'autres sujets, et même sur les sujets qu'on vient de voir, selon l'angle d'attaque de départ. Ainsi, on ne peut pas absolument les considérer comme semblables et il demeure de réelles oppositions entre eux. De ce que je les ai rapprochés, il en résulte que le prolétaire pourrait bien être l'humain surmonté qu'attend Nietzsche. Et leurs travaux peuvent être complémentaires quant à la politique et l'éducation sur certains points. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode sur Marx, Engels et Nietzsche. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et liker. Pour plus de précisions sur ce que je dis, allez voir mes notes de bas de page sur mon site lechalonphilo.com. Dites-moi aussi en commentaire le prochain point que vous aimeriez que j'aborde. Et enfin, vous pouvez me soutenir via un lien Tipeee présent dans la description. Ciao les esprits libres!